international du coton et du textile, la 3e édition table sur la transformation locale du coton, une opportunité offerte aux professionnels de la chaîne pour poser les bases d'une véritable industrialisation de la filière. La cérémonie de lancement est présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Grand Prix de la recherche, un concours qui s'adresse aux chercheurs sur des thématiques de la sécurité, de la défense et de la paix, une formule du Centre national d'études stratégiques pour contribuer à la lutte contre le terrorisme à travers des solutions stratégiques endogènes. Et la promesse du président russe en juillet dernier se concrétise. 25 000 tonnes de blé sont arrivées au Burkina, une donation qui témoigne de la bonne coopération entre les deux pays, surtout dans le cadre de la lutte contre la crise sécuritaire et humanitaire. Et pour le week-end, nous faisons un tour au champ à Bagré, une immersion dans l'univers de producteurs de tomates. 4 jeunes qui ont abandonné leur domicile pour s'adonner pleinement à leur gagne-pain. Des exemples de combativité que nous découvrons dans la rubrique Une semaine A. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h sur la RTV. Des industries viables et compétitives au niveau national, continental et mondial, des industries qui mettent en exergue les défis de la transformation locale du coton et ses produits dérivés, c'est la problématique au cœur du Salon international du coton et du textile 2024. Les acteurs de la chaîne étaient ce matin à Koudougou autour du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a donné le coup d'envoi de cette 3e édition du SICOT. Jérôme Tendano pour le dérouler. À Koudougou, capitale de la région du centre-ouest du Burkina Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sonne la mobilisation sous-régionale pour la cause du coton. La vision est claire, il faut industrialiser le secteur de l'or blanc pour ainsi permettre aux acteurs d'en tirer le maximum de profit. La 3e édition du Salon international du coton SICOT pose donc la problématique. Malgré les nombreux efforts consentis par les différents États africains, pour accompagner le secteur du coton textile, la plupart des pays producteurs restent toujours confrontés au défi de la transformation locale du coton et de la valorisation de ses produits dérivés. À titre illustratif, l'Afrique francophone, qui est la plus grande zone productrice de coton africain, transforme moins de 1% de sa production annuelle de fibres. Le Burkina Faso a pris des mesures fortes visant la transformation, la valorisation et la consommation locale du coton, notamment l'accompagnement des acteurs de la filière coton textile et la promotion du Faso d'Anfani et du Cocodonda. Aussi, conscient que nous devons compter sur nos propres forces pour transformer nos matières premières et développer un modèle économique endogène et inclusif, le Burkina Faso a lancé en juin 2023 le programme de l'entrepreneuriat communautaire qui ambitionne de faire participer directement les Burkinabés au financement des projets majeurs. Par cette initiative, le Burkina Faso entend résolument concrétiser le rêve africain de feu le président Thomas Sankara qui disait, je cite, « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons ». Fin de citation. Le secteur privé est attendu pour jouer un rôle de premier plan dans l'opérationnalisation du choix opéré par le Burkina. Par la voix de la Chambre de commerce et d'industrie, les investisseurs répondent présents. Ils sont là ce matin. De même que le pays invité d'honneur, le Togo, également sur la même longueur d'onde que le Burkina. L'État togolais est convaincu que l'innovation dans la transformation est le moteur du progrès et c'est pourquoi le gouvernement de notre pays s'engage à soutenir les initiatives novatrices qui stimulent la croissance et la compétitivité de notre industrie textile. La présente occasion doit nous interpeller sur les enjeux environnementaux liés à la culture du coton et réaffirmer notre détermination à encourager des pratiques durables tout au long de la chaîne de production. Au nom du monde des affaires, je voudrais exprimer mes sincères remerciements pour vos efforts soutenus en faveur de la paix, de la souveraineté et du développement, ainsi que pour la place que vous accordez au secteur privé dans le monde d'industrialisation que vous implicez. À cet effet,
je voudrais, avec votre permission, présenter et faire remarquer la présence des grands industriels du Burkina Faso, les hommes d'affaires engagés à vos côtés pour l'industrialisation que vous impliquez. La 3e édition du Salon international du coton SICOT se tient les 26 et 27 janvier 2024 à Koudougou, cité des Cavaliers Rouges. Les ministres en charge du commerce du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Tchad ont assisté à l'ouverture de cette 3e édition du SICOT. Avec leur homologue burkinabé, ils ont tenu sur place à Koudougou leur 8e session de l'initiative sectorielle en faveur du coton. Une rencontre en préparation de leur participation à la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Abu Dhabi. Chantal Ouedraogo signe le commentaire. Les ministres en charge du commerce des 4 pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton et de la Côte d'Ivoire en session à Koudougou. Il est question pour les acteurs d'harmoniser les engagements pour des traitements équitables au profit des producteurs africains. Le coton, faut-il le rappeler, est un élément fondamental de l'économie de plusieurs pays et particulièrement de ceux du groupe C4 pour lesquels il constitue une source de revenus vitale pour des millions d'agriculteurs et d'autres acteurs indirects avec des effets d'entraînement importants en termes de réduction de la pauvreté. Cependant, celle-ci est entravée par les subventions massives accordées aux producteurs de coton dans les pays dits développés, ce qui force considérablement le jeu de la concurrence sur le marché mondial du coton. C'est dans l'optique de trouver des solutions à ces distorsions causées sur le marché international et de soutenir le développement du secteur cotonnier dans les 36 pays africains producteurs et exportateurs du coton que l'initiative sectorielle en faveur du coton a été mise en place depuis 2003. Une session de 2 jours permettant à ces représentants du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Tchad de proposer des solutions aux préoccupations commerciales et vitales de millions de producteurs affectés par les soutiens internes accordés au secteur. Cet engagement devrait aboutir à un accord concret des pays à la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce prévue du 26 au 29 février prochain à Abu Dhabi. Et nous ouvrons le carnet d'audience du Premier ministre. Maître Apollinaire Thielem de Tambela a échangé avec le Conseil national du patronat burkinabé. La délégation a présenté le nouveau bureau du Conseil au chef du gouvernement, un bureau qui se donne pour credo de travailler à l'amélioration des performances économiques du Burkina dans un contexte de crise. On en parle avec Adam Nkiti et Karim Pikenga. Le Conseil national du patronat burkinabé observe ici un principe propre à lui. Aller à la rencontre des plus hautes autorités après la mise en place de son bureau. Avec le Premier ministre Apollinaire Joachimson Thielem de Tambela, il est question de conseil et de présentation de la nouvelle équipe dirigeante. Nous avons estimé qu'il était important de passer dans une visite de courtoisie à son Excellence, le Premier ministre, de présenter le bureau, mais également de présenter nos vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Donc ça a été une opportunité pour échanger avec le chef du gouvernement sur des questions d'importance qui concernent le secteur privé. Et nous sommes très heureux au sortir de cette audience d'avoir eu une oreille attentive et reçu des conseils et des orientations utiles qui vont nous permettre de bien orienter l'activité économique nationale afin d'accroître la résilience du peuple burkinabé face à la situation que nous vivons actuellement. Le nouveau bureau du Conseil national du patronat burkinabé, dont Idrissa Nassa est le président, est élu le 24 octobre 2023. Son installation est intervenue 2 mois plus tard, soit le 7 décembre. Le chef du gouvernement a également parlé droits humains avec une délégation de la Commission nationale des droits humains. La CNDH a expliqué les difficultés auxquelles elle fait face dans le cadre de ses missions. Le Premier ministre a aussi reçu en audience le nouvel ambassadeur du Japon au Burkina, avec qui il a été question de coopération entre les deux pays. Le condensé avec Alassane Tchandrbego et Liranda Philippe Ada.
C'est sa toute première poignée de main officielle avec le Premier ministre depuis la réception de ses lettres de créance. Yun Nagashima sacrifie à une tradition bien connue de son domaine. Avant toute action, le diplomate nippon est venu se présenter au chef du gouvernement pour prendre conseil et décliner à celui-ci les grandes lignes inscrites dans la continuité de la coopération entre le Burkina et le Japon qui se bonifie au fil des ans sur les grandes priorités de l'heure. Je suis venu réaffirmer l'engagement du Japon à poursuivre sa coopération en faveur de la formation du capital humain, du développement agricole et l'intégration régionale. C'est une continuité dans la coopération pour accompagner la politique nationale de développement de Burkina Faso. Formation du capital humain et sécurité pour renforcer l'axe Ouagadougou-Tokyo. Des sujets qui constituent des défis en matière de droits de l'homme pour la Commission nationale des droits humains reçue par Apollinaire Joachim Sonkilem de Tambela. La Commission elle est consciente et que dans son approche, elle tient compte du contexte et c'était également le lieu de poser un certain nombre de préoccupations qui inquiètent quand même la Commission et nous avons pu avoir des réponses et nous avons eu l'adhésion vraiment de son Excellence à travailler à ce que l'exécutif et la Commission nationale des droits humains puissent vraiment se parler. La CNDH joue le rôle de conseil auprès de l'exécutif. Elle attire l'attention des pouvoirs publics sur la situation de violation des droits humains et le cas échéant propose toute initiative tendant à y mettre fin. Elle défend à ce titre aussi bien l'exécutif, garant de la justice et les citoyens devant le droit. Son collège entrant est fort de 11 membres, présenté à cette audience au Premier ministre. Le gouvernement a été interpellé ce matin à l'Assemblée législative de transition sur 2 questions orales. Les parlementaires ont voulu en savoir plus sur l'indemnisation des travailleurs déflattés, plus de 7000 issus de 43 sociétés d'État restructurées qui attendent toujours de rentrer dans leurs droits. La deuxième question est relative à la situation du cheptel des zones pastorales. Siela Sinawatara et Aimé Solange Digman pour le point des débats. La situation des travailleurs déflattés dans le cadre du programme d'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods interpelle le département en charge de l'action humanitaire et de la réconciliation nationale devant la représentation nationale. Un ajustement qui a favorisé la fermeture de 43 sociétés d'État avec plus de 7152 travailleurs licenciés, parmi lesquels il y a 2065 décès. Nous avions hérité d'un peu plus de 5000 dossiers globalement du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Mais ces dossiers pris individuellement avoisinent au moins 30 000 dossiers. Donc il faut que nous prenions le temps de dépouiller l'ensemble des cantines que nous avions reçues du HCROUM et examiner ces dossiers-là, mais surtout rencontrer les personnes à indemniser afin qu'on puisse convenir des différentes modalités. Nous avions trouvé des textes qui encadrent ces indemnisations, mais à l'analyse, les dossiers que nous recevons et à travers les échanges, nous nous sommes rendus compte que ces textes comportent des insuffisances. Et donc, ça devient un ensemble d'activités que le ministère est en droit de mener pour pouvoir sortir des listes qui doivent être des listes incontestables. Donc aujourd'hui, donner une date à laquelle nous pourrons passer effectivement à l'indemnisation des travailleurs déflattés. Et je vais vous demander qu'on puisse attendre que le décret à relire là puisse d'abord passer en conseil de ministres avant qu'on puisse passer à leur indemnisation effective. La deuxième question orale interpelle le département en charge de l'agriculture et de l'élevage. Elle porte sur la situation du cheptel des zones pastorales disponibles à ce jour et les mesures envisagées pour l'écoulement des produits du secteur.
Les débats ont également tourné autour de la reconstitution du cheptel, un secteur fortement impacté par la crise sécuritaire. Nous avons également au sein du ministère lancé l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui nous permettra de fournir à l'ensemble des populations vulnérables qui ont perdu leurs animaux au VDP, au PDI. Nous leur fournirons des noyaux d'animaux reproducteurs, plus de 20 000 noyaux reproducteurs de petits ruminants avec un kit complet pour cet élevage. Également plus de 50 000 noyaux de volailles afin que tous ceux qui ont perdu leurs animaux dans le cadre de la crise de la grippe aviaire puissent reconstituer leur élevage. Pour ce qui concerne de la transformation des produits d'origine animale, nous avons en projet la construction de plusieurs abattoirs modernes dans le pays et des abattoirs également de volailles dans plusieurs villes du pays. Donc en 2024, l'ensemble de ces réalisations seront faites. Cette séance plénière a épuisé son ordre du jour avec 61 votants et a connu la participation des parlementaires maliens présents à Ouagadougou dans le cadre d'une visite de travail pour renforcer la coopération entre les deux pays. Voilà, cette plénière, comme ça a été dit, a connu la participation des députés maliens. Ils ont consolidé leur connaissance du fonctionnement de l'ALT avec pour finalité de mutualiser les forces pour la mise en place réussie de l'Alliance des États du Sahel. Et nous retrouvons Siela Ouattara et MS Solange Kigma. Cette séance plénière qui fait office de cas pratique pour les députés maliens présents dans le cadre de leur voyage d'études a à son ordre du jour 2 questions orales. Ce fut une occasion pour les parlementaires maliens de s'enquérir des procédures, du déroulé de la séance et d'en tirer des enseignements. Nous avons vu qu'il y a des pratiques positives que nous pourrons exploiter au Mali par rapport à la procédure de contrôle de l'assiduité des membres, des députés de l'ALT, par rapport aussi à l'exercice des questions orales qui diffèrent un peu de chez nous, parce que chez nous, ce sont les auteurs des questions orales seuls qui ont droit à la parole face aux ministres qui sont interpellés. Et quand les autres membres du Conseil national de transition peuvent participer à l'interpellation d'un ministre, chez nous, il s'agit de questions d'actualité, donc qui sont prises en charge pas par un honorable, mais par les commissions générales concernées. Donc il y a vraiment là de quoi exploiter dans le cadre de l'harmonisation de nos procédures. Madame la 5e vice-présidente du CNT, chers frères et sœurs, je vous prie de transmettre aux plus hautes autorités de la transition malienne, et particulièrement la représentation nationale du Mali, la salutation fraternelle du peuple burkinabé. Cette visite de travail des parlementaires du Conseil national de transition du Mali a permis aux deux institutions de s'inspirer des différentes expériences pour un meilleur fonctionnement des organes législatifs. Nous en venons à cet autre titre. La promesse avait été faite en juillet 2023 par le président russe Vladimir Poutine. Et bien, une promesse devenue réalité puisque le Burkina a reçu ce jour, au 26 janvier, 25 000 tonnes de blé de la Russie, des vivres destinés aux personnes déplacées internes et autres victimes du terrorisme. Et nous assistons à la remise avec Suleiman Sanou et Draman Kene. Ce blé, le président russe Vladimir Poutine l'avait promis en juillet dernier. 25 000 tonnes comme soutien russe à la crise humanitaire au Burkina. Tout un engagement tenu malgré la pression occidentale sur les produits russes. À la réception du don, 4 ministres, un symbole fort de la qualité des relations entre les deux pays. C'est d'abord une manifestation de la solidarité du peuple et des autorités de la Fédération de la Russie à l'endroit du peuple et des autorités burkinabées. C'est également une manifestation des relations, des bonnes relations de coopération qui existent entre nos deux pays. Et enfin, notre pays traverse une situation humanitaire qu'on ne cache pas. Donc c'est également un apport
une assistance, un soutien que ce pays-là manifeste envers les populations qui sont actuellement dans le besoin. La promesse du président russe est de 200 000 tonnes de blé pour l'Afrique. Le Burkina reçoit aujourd'hui sa part destinée aux personnes déplacées internes et autres victimes du terrorisme. C'est un partenariat que la Russie entend diversifier. L'événement qui nous a réunis aujourd'hui est un signal fort de la volonté du gouvernement de la Fédération de Russie de donner un élan dynamique à notre coopération avec le Burkina Faso, l'un de nos partenaires stratégiques sur le continent africain. Notre pays va continuer à contribuer non seulement à l'approvisionnement du Burkina Faso des produits de première nécessité, mais à son autosuffisance alimentaire, énergétique et technologique via le transfert de nos expertises, compétences et savoir-faire. Le blé est entreposé dans les magasins du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, CONASUR. C'est cette structure qui sera chargée de la distribution de la céréale. Coris Bank et le projet Planète Gold sont désormais liés par une convention et selon les termes, le fonds renouvelable d'appui au secteur de l'artisanat minier est logé à Coris Bank sous forme de prêt. Ce fonds porté par le projet Planète Gold est destiné aux orpailleurs organisés en coopérative et qui désirent acquérir des équipements de production respectueux de l'environnement. Souleymane Sanou et Draman Guéné pour les précisions. Le partenariat est scellé. Le fonds renouvelable d'appui au secteur minier s'ouvre aux orpailleurs. C'est un crédit accordé par Coris Bank aux artisans miniers sous la coordination du projet Planète Gold. La première condition pour accéder à ce crédit, c'est d'abord d'être formalisé. Donc nous accompagnons les orpailleurs qui sont formalisés pour qu'ils puissent accéder à ce crédit. Et ce crédit va en fait les aider à acquérir des équipements qui leur permettront donc de travailler sans l'utilisation du mercure. Coris Bank met 250 millions de francs CFA dans la cagnotte comme fonds de garantie pour accompagner le secteur. Le crédit est déjà disponible à Coris Bank. Il est uniquement accordé aux coopératives pour des méthodes de production sans mercure. Coris Bank peut accompagner jusqu'à 3 fois le montant en fait du fonds de garantie, c'est-à-dire 750 millions pour un montant minimum de 250 millions de contributions qui est mis à la disposition justement des artisans miniers. Donc c'est l'apport que Coris Bank peut faire pour justement renforcer sa présence dans le financement des PME, dans l'accompagnement du secteur minier et nous disons en tout cas que nous restons pleinement engagés à soutenir le gouvernement dans ses actions de préservation de l'environnement et également de soutien aux économies locales. Sur place, la première coopérative rentre en possession de son chèque de plus de 26 millions de francs CFA. Un fonds destiné à l'équipement. Pour cette phase pilote, Planète Gold a ciblé 7 coopératives à travers le pays. Nous sommes aujourd'hui 26 janvier et c'est la journée internationale de la douane. Une date qui n'est pas passée sous silence sur les douaniers du Burkina. La journée qui leur est dédiée est célébrée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Nous en savons plus avec Souleymane Sanou et Karim Bikienga. Une remise de certificats de reconnaissance pour saluer le mérite de ces personnels et partenaires de l'administration douanière du Burkina Faso. Ce cérémonial est l'un des temps forts de la commémoration de la Journée internationale de la douane. Il s'agit d'encourager les gabelous et de mobiliser davantage les partenaires. C'est un signal très fort que nous voulons donc donner à travers donc ce message de remise symbolique donc des différents diplômes pour interpeller tout le monde, tous ceux qui travaillent avec la douane, à être très proche de l'administration des douanes à travers donc des comportements très exemplaires de transparence et de sincérité pour permettre à la douane de remplir donc sa mission. Au même moment, l'administration douanière entend jouer sa partition pour de meilleurs résultats. La stratégie mise en place intègre plusieurs étapes, à commencer par une bonne connaissance des partenaires de l'institution. Il faut arriver déjà à identifier ces partenaires-là en fonction de leurs intérêts, leurs influences, et pour voir comment les engager en termes de communication, en termes de collaboration, souvent même en termes d'externalisation d'un certain nombre de fonctions. On le fait souvent par exemple avec la chambre de commerce, par exemple, pour pouvoir mieux atteindre nos objectifs. La
La réflexion sur la mobilisation des partenaires se mène à travers 2 communications. La première porte sur l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières et la seconde sur le partenariat entre la douane et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Plusieurs activités ont marqué cette journée internationale de la douane et ce qui a le plus retenu l'attention est sans contexte cette opération de collecte de sang. Les douaniers se sont mobilisés pour donc donner un peu de leur liquide vital afin de sauver des vies. Urbain Benito Somé et Benewende Frédéric Nikiema étaient témoins. Donner de son sang pour sauver des vies. Un acte noble entrepris ici à l'École nationale des douanes. Et c'est le directeur général des douanes himself qui donne le ton. Par ce geste, ces soldats de la lutte contre la fraude entendent soulager le Centre national de transfusion sanguine CNTS pour qui le besoin journalier est estimé à plus de 300 poches de sang pour la seule ville de Ouagadougou. Une des missions de la douane aussi, c'est de contribuer au bien-être socio-économique de nos populations. Donc ça permet aussi d'une façon ou d'une autre de contribuer à sauver des vies de douaniers, des vies de population burkinabé. L'activité de collecte de sang se tient en marge de la célébration de la Journée internationale des douanes, commémorée chaque 26 janvier. Les douaniers envisagent collecter plus de 100 poches pour le CNTS, dont les responsables sur place encouragent les populations à donner régulièrement de leur sang. Il y a un mois de cela, au ministère des Finances, il y a eu la douane qui a mobilisé un bataillon pour venir donner le sang. Et aujourd'hui encore, en marge de leur cérémonie. Donc nous saluons ça à sa juste valeur parce que ça permettra au Centre national de transfusion sanguine d'avoir suffisamment de produits sanguins pour sauver des vies. Cette journée est mise à profit pour faire preuve de compassion envers les FDS et VDP en soins au camp Sangoulé Lamizana. Une compassion traduite ici par la remise d'un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA au profit de la direction de l'action sociale et des blessés en opération. Une contribution pour améliorer la prise en charge sanitaire des blessés. Autre point, comme annoncé en titre, un concours vient d'être lancé pour récompenser les productions scientifiques et stimuler la réflexion sur les questions majeures au Burkina. Le Grand Prix de la recherche stratégique est porté par le Centre national d'études stratégiques avec pour cible les chercheurs qui vont proposer des solutions stratégiques sur des thématiques de la sécurité, de la défense et de la paix. Tous les détails avec Issoufou Kaboré et Chantal Ouedraogo. Les inscriptions sont ouvertes pour le Grand Prix de la recherche stratégique. Ce concours est adressé aux chercheurs seniors et juniors intéressés par les questions sur la défense, la sécurité et la paix. Le prix est institué par le Centre national des études stratégiques afin de valoriser la recherche scientifique et en faire une réponse efficace à la problématique sécuritaire. Un prix senior qui récompense les travaux d'un chercheur confirmé, un chercheur confirmé qui, pour nous, dans les critères d'éligibilité, est quelqu'un qui est titulaire d'un doctorat ou justifie d'une expérience professionnelle équivalente, et un prix junior qui récompense les travaux d'un chercheur débutant, titulaire d'un master et qui fait la preuve de la soutenance de son master ou d'une expérience professionnelle également équivalente ou de tout autre diplôme équivalent. Mis en place en 2020, ce centre réunit une expertise pluridisciplinaire et fédératrice des connaissances, outils et analyses stratégiques à même d'orienter les politiques et stratégies nationales de sécurisation et d'assurer une véritable souveraineté. Le CNES a pour tâche de fédérer la recherche et les études entreprises au sein d'universités et des centres de recherche sur des questions fondamentales relatives à la défense, la sécurité, la politique étrangère, la technologie, l'économie et les sciences sociales. À travers le Grand Prix de la recherche stratégique, l'institution veut créer la synergie et renforcer ses capacités pour plus d'efficacité. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er avril prochain et les prix seront décernés lors du forum de la recherche stratégique.
Dans le domaine agricole, une phase pilote d'une assurance agricole sera expérimentée au Burkina par le projet POUL, un projet qui donne déjà des résultats dans plusieurs pays africains. En termes clairs, les producteurs souscripteurs seront indemnisés en cas de catastrophe naturelle ou de mauvaise pluviométrie. La cible et les conditions dans ce compte-rendu signé Moussa Ouedraoui et Pini Dianyano. Ils sont professionnels des sociétés cotonnières. Ici, en atelier, ils réfléchissent sur le projet assurance agricole dénommé POULA. Un projet déjà expérimenté dans 18 pays d'Afrique qui permet d'indemniser les producteurs en cas de catastrophe naturelle. C'est venu proposer cette protection non seulement aux investisseurs agricoles, mais aussi aux petits exploitants agricoles, aux paysans, aux agriculteurs. De sorte que s'il arrive qu'un aléa climatique s'abat ou des catastrophes naturelles climatiques s'abattent sur les paysans et que leurs cultures sont totalement endommagées, qu'ils aient une possibilité d'être remboursés, indemnisés, de sorte à pouvoir garder leur dignité. Cooperative, a farmer is not, their property is not auctioned. Les conclusions de cet atelier vont permettre la mise en œuvre effective d'une phase pilote prenant en compte les aspirations de l'ensemble des producteurs. Nous sommes juste les représentants des producteurs, donc il faut les racheter donc les résultats, les conclusions, et puis voir leur réaction si effectivement c'est concluant qu'ils adhèrent. Bon, nous pourrons donc aller donc vers l'application de ce qui a été donc expérimenté. Le projet POULA est né au Kenya. Il vise l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. C'est là par la formation et la sensibilisation des producteurs. Quel est le programme pour le week-end à Bagré? Eh bien, l'équipe de reportage a choisi de passer du temps avec des jeunes, des modèles de combativité dans la production de tomates. 4 jeunes qui ont abandonné le confort de leur domicile pour s'adonner pleinement à leur gagne-pain. En tout cas, leur détermination et leur abnégation ont donné des résultats que nous découvrons avec Salifou Bilem et Jérôme Tendano. 5h30 sur la plaine aménagée de Bagré. La journée de ce samedi commence pour Missiri Ouedraogo et ses 3 compagnons d'aventure, Noufou, Karim et Moussa. Un bain de feu pour chasser le froid glacial des bas-fonds. Puis un café revigorant pour éveiller les sens. Le tout couronné par un solide taux couché, réchauffé par Noufou, le talentueux cordon bleu du groupe. En apparence, ils ont tout de personnes aux conditions de vie précaires. Pourtant, ce sont des millionnaires de la maraîchère-culture. Leur champ collectif de tomates est au stade de maturation, une étape cruciale, et il faut intensifier l'irrigation. C'est donc parti pour 3 heures d'arrosage sans arrêt. Ici, là, quand moi je travaille là, je gagne beaucoup de l'argent. J'ai fait ma vie, ma belle vie, tout, etc. Si je travaille seulement, tu gagnes pour toi. La terre ne ment pas. Et à la question de savoir les gains attendus, c'est encore Missiri, l'aîné du groupe, qui répond, préférant mettre en avant leur réalisation. Bon, notre champ là, ça peut gagner, nous on peut cueillir au moins 200 caisses comme ça, 3 hectares. La tomate là, nous vendons tomate là, j'ai payé moto, j'ai payé parcelle, j'ai payé des bœufs aussi à la maison chez moi. C'est moi-même qui ai travaillé pour gagner ça, c'est pas pour quelqu'un. Missiri et ses camarades sont bien connus de Rigobert Gengani, le directeur de la valorisation économique de Bagré Pôle. Il voit en eux des modèles qui doivent inspirer d'autres jeunes. C'est des jeunes qui sont des producteurs quand même expérimentés. Chaque année, ils reviennent sur la plaine pour produire. Ils peuvent se faire facilement autour de 30 tonnes de tomates à l'hectare. 30 tonnes de tomates à l'hectare, aujourd'hui, la caisse de tomates coûte autour de 150 000 francs au niveau ici, exporté au niveau des pays voisins comme le Togo, le Bénin et le Ghana.
il y a de l'eau, il y a la terre qui est assez riche de produits, ça fait un plus, ça améliore vos sources de revenus, ça augmente votre niveau de vie et ça vous permet de ne pas être oisif en améliorant les emplois au niveau de notre pays. Une deuxième séance d'irrigation dans l'après-midi. La journée tire à sa fin pour Missiri et ses camarades. Quitter la ville avec ses lumières et ses loisirs, plonger dans le froid et l'obscurité pour se consacrer à la production devient une tendance à Bagré. Une tendance portée par des jeunes qui ont désormais compris que les opportunités offertes par Bagré Pôle ouvrent la voie à une vie meilleure. Dans la suite, cette nouvelle est loin d'être reluisante. La route a encore tué au petit matin de ce vendredi un quart d'une compagnie de transport en provenance de Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso s'est renversé dans les environs de Bodia-Ledaga, un village situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Sia. On déplore malheureusement un mort et plus de 30 blessés. Constat avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Moumouni Baro. Les raisons de l'accident ne sont pas connues, mais la position du véhicule témoigne de la violence du choc. Un car d'une compagnie de transport en commun en provenance de Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso termine sa course ici, à Bodia-Ledaga. Au bilan, un décès et plusieurs blessés. Nous avons été appelés ce matin aux environs de 4h55 pour un accident de la circulation. Nous nous sommes immédiatement rendus sur les lieux et avons constaté qu'il s'agissait d'un cas d'une société de transport en commun renversé seul. Le bilan fait état de 35 victimes, dont 10 graves, 10 blessés graves, 24 blessés légers et malheureusement un décédé. Avec le concours de la grue, un passager miraculeux a été soustrait du véhicule et évacué pour des soins. Par ma voix, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers invite toujours les usagers de la route à plus de vigilance et à utiliser les aires de repos en cas de fatigue. Au moment où nous quittions les lieux, les grutiers étaient à la manœuvre pour redresser le car. Et c'est le lieu d'inviter la population au renforcement de la collaboration en alertant les secours le plus vite possible afin de sauver plus de vies. Les usagers, eux, sont invités à plus de prudence. Prudence donc sur nos routes. Et avant de nous quitter, nous retournons en Turquie avec la délégation burkinabé qui y était en séjour à la faveur de la 3e session de la commission mixte de coopération entre la République de Turquie et le Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu au mausolée de Mustafa Kemal à Ankara, un lieu de pèlerinage et de découverte de la riche histoire de la Turquie. Sébastien Zongo. Then the ceremony soldiers will show you the wreath. You may hold it and place it to the circle. Cérémonial d'accueil du ministre burkinabé des Affaires étrangères au mausolée de Mustafa Kemal à Ankara. Un rituel protocolaire qui aboutit au dépôt de gerbes de fleurs sur le tombeau du premier président de la République de Turquie, décédé en novembre 1938. Quatre années plus tôt, suite à l'impact de grandes réformes qu'il a entreprises, son peuple lui ajoute l'appellation de Atatürk, qui signifie le père des Turcs, un nom qui sera interdit à toute autre personne. Le musée Atatürk et de la guerre d'indépendance expose les effets personnels d'Atatürk Mustafa Kemal et retrace à travers des reconstitutions de scènes les étapes de grandes guerres qui ont jalonné l'histoire de ce pays jusqu'à l'indépendance le 29 octobre 1923 de la République de Turquie sous le leadership de Mustafa Kemal. Les pays du Sahel, comme le Burkina Faso, sont aujourd'hui dans une dynamique, un processus de construction des nations et qui doit s'inspirer de certains héros comme Mustafa Kemal. C'est des gens qui ont donné leur vie pour que naisse une république. C'est des gens qui ont consacré leur combat pour que naisse une république. Et à ce titre, il me semblait important de non seulement faire un clin d'œil au peuple turc, mais aussi
d'aller à l'école de Mustafa Kemal, ne serait-ce que quelques minutes pour nous inspirer de tout le sens du combat qu'il a mené. Le site du mausolée d'Atatürk à Ankara culmine sur une colline de près de 900 mètres d'altitude. Il s'étend sur 1200 mètres carrés et se compose de 3 grandes parties, l'allée aux Lions, la place des cérémonies et le mausolée d'Atatürk. Et c'est ce qui referme ce 20h que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à demain, même heure, même canal s'il plaît à Dieu. Merci de votre fidélité et très belle soirée en compagnie des programmes de la RTB.